Alors bonjour à tous, bonjour chers gens, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue à cet nouvel épisode. Cette fois-ci c'est un épisode numéro... Enfin, je pense qu'on a dépassé le 10e épisode. Et c'est la deuxième série où j'invite des artistes qui sont là sur le plateau de la note écrite. C'est un immense plaisir pour moi parce qu'on a passé avec trois autres artistes auparavant. Aujourd'hui on a un artiste on peut dire qu'il est hors du commun parce que comparé aux autres, il se différencie quand même très bien dans son niveau musical. Alors, il est un Gatinois du nom de Wassim Aboutanos, qui autrefois il était un directeur dans le milieu du soccer, dans tout ce qui est sportif. Il s'est également engagé dans la promotion de l'immobilier. Il était aussi, enfin, il était président, mais il est encore, jusque pour l'instant, c'est mis de côté, du groupe Aboutanos, dont il en est le fondateur, au fait. Il est également militant au sein du groupe Action Gatineau. C'est un homme marié, il a 3 enfants, 3 filles notamment. Il est âgé de 34 ans et il se révèle au public avec sa voix puissante et résonnante, nous présentant au fait son album qui s'appelle Portrait. Il est auteur, compositeur, interprète, chanteur et il est du nom de Wassim. Donc il se présente sous le nom de Wassim en tant qu'artiste. Comment allez-vous, Wassim? Ça va très, très bien, toi. Je vais très bien aussi. Écoute, je suis très, très heureuse de vous avoir ici sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Merci. Alors, bienvenue d'abord déjà sur La Note Écrite. C'est un podcast qui est quand même assez récent, je peux dire. Ça a commencé en décembre. Mais avant de commencer au fait avec toutes les questions, on aimerait savoir comment vous vous décrivez-vous en tant que Wassim. Sous vos yeux, qui êtes-vous? Excellente question. Moi, je dirais que je me considère un peu comme un touche-à-tout. Puis récemment, en fait, j'écoutais une entrevue avec une auteure-compositrice française, Zao, son dernier nom m'échappe, là, mais elle parlait vraiment, elle se décrivait comme une hypersensible. J'irais pas jusqu'à dire que je suis un hypersensible, mais je pense quand même que je suis très, très proche de mes sentiments. Et c'est ce qui fait de moi donc quelque chose de sensible. Je ressens à l'intérieur de moi mes émotions assez fortement, même si je suis assez calme et posé dans la vie de tous les jours. Fait que ça serait la première chose. Puis à partir du moment où on ressent ces sentiments fortement, ou au minimum où on est à la recherche d'émotions fortes, ben on se lance dans des projets. Fait que si j'avais à me décrire, je dis que je suis quelqu'un qui a envie d'émotions fortes, qui se lance dans toutes sortes de choses, qui aime les gens. Ouais, ça tourne autour de ça. Je pense on est capable de le percevoir également dans votre album parce qu'on ressent beaucoup d'émotions, notamment que ce soit au choix des instruments, au choix de la musique que vous avez faite, au niveau du texte également. Votre album s'appelle Portrait. Pourquoi vous avez choisi notamment ce nom? Ouais. Ben en fait, moi, j'ai commencé la musique tardivement. Donc, Oui. aujourd'hui, j'ai 34 ans. Ça fait environ 3 ans que je m'investis à fond là-dedans. Puis à partir du moment où on débarque dans un environnement comme celui-là, je pense qu'on doit se présenter. Puis moi, c'est un peu le récit des 10 dernières années que je raconte dans mon album, dans l'album Portrait. Donc c'est pour ça que c'était important pour moi que ça soit un portrait parce que j'arrivais un peu comme un cheveu sur la soupe, là, tu sais, littéralement, Ouais. où on dit, voyons, il y a beaucoup de gens au début qui me disaient, on commence à peine à entendre parler de toi, t'étais où tout ce temps-là, tu sais, parce Ouais. que l'industrie puis les gens dans la musique, souvent, sont là depuis qu'ils sont nés, là. Ils sont très jeunes Tu quand sais. même. Ouais. Exact, donc eux jouent du piano, jouent de la musique, on fait secondaire en spectacle, on fait cégep en Ouais. spectacle. Moi, j'arrive comme une orbite, là, comme ça. Donc, c'est pour ça que c'était important pour moi de me présenter et d'avoir un premier EP qui traite de ma personne. Pourquoi, vous avez commencé directement avec un EP, ce qui est un grand projet au fait. Enfin, c'est un EP, c'est un mini-album pour ceux qui ne le savent pas. Pourquoi ne pas avoir commencé avec des singles, juste question de préparer le terrain avant d'arriver avec un grand projet? Le projet se tenait en soi. C'est-à-dire il y a vraiment de la première chanson à la dernière chanson toute une histoire. Ouais. Ça ne faisait pas de sens artistiquement, ou en tout cas dans le message que je voulais, ou l'image que je voulais partager, de le faire en morceaux. On doit vraiment idéalement écouter l'album de son début, qui est une histoire d'un coup de foudre entre deux personnes qui vivent à distance, à 700 km de distance, et ce jusqu'à ce que j'appelle moi mon coming out artistique, en passant à travers la paternité, les difficultés de couple. Donc, étant donné qu'il y a vraiment un lien, un trait d'union entre chacune de ces chansons et qu'elles se suivent, ça devenait logique pour moi de le sortir d'un coup. Et pouvez-vous nous parler au fait d'où est partie cette envie de commencer de la musique? Pourquoi vous avez commencé de la musique? Cette passion, vous l'aviez depuis tout jeune ou bien?
J'ai toujours été un fan de musique, un fan de texte. J'ai toujours écrit, d'ailleurs. Oui. Dans mon plus vieux souvenir, j'ai écrit une chanson, j'avais 9 ou 10 ans. Un poème, du moins, mais un poème sur lequel j'avais déjà mis une mélodie. Donc, ça a toujours été en moi. Mais à un moment donné, il y a du temps. J'étais tromboniste au secondaire, gros fan de musique québécoise également. Puis la vie m'a amené vers le sport. Lorsqu'on fait du sport, c'est aussi surtout à un haut niveau, 10, 15, 20 heures semaine. Ouais. Donc, à un moment donné, avec les études, avec la vie, avec le travail, on ne pouvait pas mener différents trucs. Fait qu'en secondaire 5, vraiment, il a fallu à 17 ans que je choisisse entre un peu la musique ou le théâtre. J'ai aussi touché un peu au théâtre, toujours de manière amateur puis étudiante. Mhm. Et le sport. Puis j'ai décidé d'aller vers le sport parce que c'est ce qui, à ce moment-là, me nourrissait le plus. Mais j'ai toujours été un amoureux de la musique et un amoureux de la musique mélancolique, sentimentale. À 10 ans, je chantais déjà Aznavour, tu sais. Ouais. Donc, ça te donne une idée. C'est comme pas normal, disons, pour quelqu'un de cet âge-là, habituellement. Mais, ouais, c'est ça. Vous vous présentez au fait comme une personne qui est un mix de Stromae et de Charles Aznavour. Donc, qu'est-ce que vous allez chercher chez l'un, chez l'autre, qui fait en sorte que ça devient vous, votre style musical? Ben, mon grand défi, c'est, je dirais, ma capacité à moderniser mon son. Puis c'est de là où Stromae devient une inspiration. Pour ce qui est d'Aznavour, ben là, c'est C'est un classique. c'est un classique. La réputation n'est plus à faire, mais c'est vraiment la qualité des textes puis sa capacité à traduire des moments du quotidien. Il y a une chanson, par exemple, qui s'appelle Bon anniversaire, où Aznavour vient met en scène, carrément en musique, une soirée d'un anniversaire de mariage de deux personnes qui se connaissent depuis déjà des lunes. Donc un vieux couple. Puis pour moi, c'est tellement bien ficelé. On imagine les scènes avec le texte d'Aznavour. Donc, dans les deux cas, ce qui rejoint et Aznavour et Stromae, c'est les raconteurs qu'ils sont. C'est des raconteurs, on est tout de suite accroché à leur texte, à leurs lèvres. Puis Stromae, lui, c'est que il arrive avec la rythmique, avec la Ouais. pop, on a envie de danser, on a envie de bouger. Puis moi, c'est cette musique-là qui m'allume. Tu sais, il y a une autrice, compositrice, interprète française en ce moment sur qui je trippe. Elle s'appelle Suzanne. Elle a des chansons vraiment pop, là, Ouais. mais sur un fond de texte mélancolico-dramatique. C'est magnifique. Et c'était quoi votre message que vous vouliez passer au fait à travers tout l'album Portrait? Parce que comme vous disiez, c'est une histoire. Qu'est-ce que vous pensez que nous, en tant que personnes qui écoutent la musique, on devrait retenir au fait? Quel serait comme le titre phare si jamais il y en a un? Ouais. Ben, c'est sûr que ce serait l'artiste. L'artiste dans la mesure où c'est un coming out artistique. Puis Oui. là où moi je voulais en venir avec ce portrait, c'est de dire que peu importe notre situation familiale, professionnelle, peu importe où on est rendu dans la vie, si on a envie d'entreprendre un projet artistique, ben on peut le faire. Puis en mettant en place, en décrivant ma situation, le fait que je suis papa, que j'ai 3 filles, qu'on a vécu un deuil, que ça fait une quinzaine d'années que je suis avec ma femme, que je travaille, ben je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de s'exposer pour dire, malgré tout, j'ai tout mis ça en chanson, je monte sur scène, puis je le présente. On a cette image de l'artiste un peu bohème, jeune, euh, où tout tourne autour de l'amour, mais d'un amour puéril, intense. Oui. Je voulais juste montrer qu'on est capable, même dans ma situation, de faire de la musique. C'est toujours glorifié lorsqu'on dit, par exemple, qu'on joue dans une ligue de garage de hockey. Mais lorsque tu dis que tu es dans une chorale le dimanche matin, on dirait qu'il y a un peu moins Ouais. d'excitation autour C'est du... ça. tu sais. Donc, c'était un peu pour ça. Le message, moi, que je voulais passer, il n'est pas directement dans ma musique, mais en exposant ma situation, en faisant la démonstration de mon portrait en musique, ben, le message passe. Je sais pas si c'est clair, là, mais... Donc c'est plus la manière dont vous présentez votre album qui est le message que vous voulez dire, c'est ça? Ben oui, le simple fait d'en faire un, puis de parler des choses du quotidien. Tu sais, j'ai une chanson, par exemple, où je parle du bordel dans le salon quand on Ouais. revient du travail, tu sais. Il y a que des papas puis des mamans de 2 ou 3 enfants ou un enfant, peu importe, dès qu'on a une famille qui peuvent s'associer à ce discours-là. Donc moi, ce qui est important, c'est de parler du quotidien des gens de ma génération et donc du mien, tu sais, parce qu'on ne Ouais. connaît que ce qu'on vit. Donc, c'est vraiment juste de partager ces petits moments du quotidien-là, puis que les gens sourient, rient, pleurent lorsqu'ils entendent
ma vie, tu sais. Que les gens, en fait, ils soient capables de se reconnaître. Enfin, des gens... Pas besoin d'être un grand artiste, pas besoin d'être une personne si populaire que ça, en fait, pour se reconnaître dans les chansons qu'ici Wassim il fait. Par exemple, si on parle à travers tes yeux, c'est une chanson qui fait référence à un enfant, c'est à travers les yeux d'un enfant. Donc j'imagine que vous avez pris votre enfant pour pouvoir analyser le... Exact. Ben, tu sais, l'histoire de cette chanson-là est particulière parce que je l'ai écrite lorsque j'étais en retraite d'écriture à Paris. Mhm. Je suis allé m'isoler là-bas une petite semaine pour écrire. Et puis, j'étais assis donc au café La Bohème sur la butte Montmartre. Ça s'invente pas. Moi, c'est je suis... Quand je décris ça, puis je me rappelle à quel point j'étais heureux avec mon petit moule frite, ma bière, le soleil, la butte Montmartre. Et pour ceux qui sont déjà allés à Paris, ben, il y a une cathédrale ou une basilique là, en haut de cette butte à Montmartre. Puis tout le monde ben, se déplace pour aller voir ce lieu de culte, ce lieu de religion. Il y a une grosse côte. Les gens, pour y aller à pied, c'est quand même assez épuisant. Puis il y avait une famille qui passe devant moi avec leur fils dans la poussette ou le carrosse. Puis lui, le fils, ben, il est à l'extérieur de la poussette. Il marche parce qu'ils sont rendus en haut et il est subjugué par un arbre qui pousse dans une roche. Il veut vraiment aller voir cet arbre. Mais les parents, eux, veulent se rendre à la foutue basilique, tu sais. Ouais. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est fou, hein, parce que nous, on est là, on est de point A à point B. Ça m'a ramené à toutes mes marches avec mes filles. Où moi, je me dis, ben, j'ai une destination, je veux me rendre. Puis eux, ben, avec une poignée de roches par terre, une feuille d'érable, ils sont capables de s'imaginer tout un monde, puis ils voient la beauté du monde dans un rien. Puis là, ben, on avait une basilique contre un arbre dans une roche. Puis pour le garçon, Franchement, la roche est gagnée. ben, la roche est gagnée, tu sais, comme tu l'as dit. Fait que moi, c'est vraiment là-dessus que j'ai accroché, puis c'est de voir le monde à travers les yeux de nos enfants. Moi, ma vie, elle a complètement changé quand j'ai eu ma fille. Je l'ai eue à 24 ans. Elle va avoir 10 ans bientôt, dans un mois ou deux. Puis je me suis trop longtemps, dans ces premières années, battu qu'elle voit la vie à travers mes yeux, plutôt que je vois la vie à travers ses yeux à elle. Parce que c'est beaucoup plus beau à travers les yeux d'une petite fille de 3 ans qu'à travers les yeux d'un bonhomme de 30, là, tu sais. Ouais. Donc, c'est ça un peu l'histoire d'à travers tes yeux. Il y a également L'amour encore. Celle-là, je ne l'ai pas vraiment saisie. J'ai bien écouté les paroles, mais j'étais comme, pourquoi avoir écrit cette chanson? Mm-hmm. Donc, L'amour encore, c'est un hommage aux amours qui durent, aux amours qui traversent le temps malgré les difficultés. Donc, si on voit dans l'album, on passe de l'usure de l'amour. Ouais, ma préférée d'ailleurs. Ah oui, hein, Oh, bon, vraiment. ça a été la mienne aussi pendant longtemps, ma préférée. Mais l'amour encore, c'est que c'est vraiment de dire, puis ben, bon, le texte est assez limpide, mais c'est de dire, ben, après 15 ans, peux-tu croire? Moi, je n'aurais jamais cru. Si on m'avait dit, il y a 15 ans, tu vas durer 15 ans avec la même femme malgré les défis que ça peut avoir, être en couple, être en famille, j'aurais pas cru. Je n'y croyais pas, honnêtement. Puis là, aujourd'hui, ben, on réalise qu'on peut passer à travers toutes sortes de défis. Puis c'est de lui dire, peux-tu croire que 15 ans plus tard, On est encore ensemble. on est encore ensemble, puis on fait l'amour encore. Puis là, il y a le jeu de mots aussi. On parle de sensualité parce que c'est encore EN espace CORPS. Donc, il y a aussi tout cet aspect-là, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'usent dans un couple, notamment la sensualité, les rapprochements physiques. Donc, c'était aussi de faire un hommage à la sensualité qui dure dans le couple, peu importe l'âge. Lorsque vous aviez, parce que lorsqu'on mène un projet comme tel, d'écrire un EP, ça a pris beaucoup de temps. Je suis curieuse de savoir combien de temps ça vous a pris pour écrire tout ça, enfin, dès le début du projet jusqu'à ce que vous arriviez sur scène et que vous le présentez. Ouais. Ben, j'ai envie de te dire que dans mon cas, ça a été expéditif parce que je me suis entouré de musiciens très, très, très talentueux qui m'ont aidé dans la composition des mélodies, des sons. Puis moi, mes textes étaient déjà ficelés, tu sais. Donc, admettons que j'exclus les textes qui sont le temps d'une vie, essentiellement, là, mais supposons qu'on se dit, ben là, j'ai 6 textes, quand est-ce qu'on part la machine? Ça m'a pris un peu moins d'1 an, Oh oui, qui est quand même rapide. très rapide. Ouais. Mais tu sais, je travaille avec des musiciennes, Elissa Nachle et Nicolas Rage, qui m'ont aidé dans la composition des mélodies, entre autres pour Karim, pour l'artiste, pour l'usure de l'amour. Mais l'usure de l'amour, c'est moi, mais en tout cas, dans quelques chansons, j'ai travaillé avec un réalisateur qui s'appelle David Sénécal, qui
qui est un magicien de l'univers sonore. Il comprenait exactement où est-ce que je voulais aller avec mes skis. Donc, Mhm. ces gens-là ont vraiment réussi à accélérer le processus, puis de m'aider d'accoucher d'un projet beaucoup plus rapidement que d'autres artistes. Tout ça, c'est fait dans une seule ville comme Gatineau, ou vous avez été capable d'aller un peu chercher à Ottawa, Entre Gatineau et Montréal. Montréal aussi? Ouais, donc, mes 3 collaborateurs que je viens de nommer, là, Nicole, Elissa, qui est ma pianiste, et David, sont sur Montréal. Ouais, parce qu'on dit souvent que Gatineau, enfin, je sais pas pourquoi les gens ils disent ça, mais ils disent qu'il n'y a rien d'intéressant, ou il n'y a pas moyen de mener des projets ou quoi. Mais je trouve que Gatineau, à ce que je sache, il y a quand même des artistes. Juste que la plupart d'entre eux, ils se rendent à Montréal, fait que c'est un Ouais. peu plus compliqué d'y trouver, mais oui, il y a moyen de... Ben, ton commentaire est intéressant parce qu'en effet, à Gatineau est boudé pour je ne sais trop quoi. Tu sais, c'est sûr que la grande ville, ça attire. Ouais. C'est là qu'il y a le plus de scènes, c'est là qu'il y a le plus de peut-être le réseau, l'opportunité. Mais moi, je me suis posé la question, est-ce que je devrais aller à Montréal? Puis honnêtement, ici, il y a tellement quelque chose qui est en train de foisonner. Il y a une belle scène de diffusion, il y a des initiatives. Tu sais, je pense à un bar comme le Minotaur, Mhm. qui a une super belle programmation grâce à l'ambassade culturelle, qui est un organisme qui diffuse, qui produit de la musique à la dérive, dans des festivals. Donc, ben, c'est une initiative que je partage là, ici à ton micro, mais la vérité, c'est qu'il y en a de plus en plus des artistes gatinois qui trouvent leurs ressources ici, Ouais. puis qui veulent se produire ici parce qu'il y a des occasions. C'est en plein foisonnement, mais le besoin est criant pour nos artistes d'arrêter de s'exiler à Montréal, puis d'aller dans la grande ville. Un jour, ce sera nécessaire si le projet monte, mais moi, c'est un de mes amis qui m'avait dit présente-toi à ton monde avant. Ouais. Puis quand je dis ton monde, c'est la communauté gatinoise. C'est pas juste ma quinzaine d'amis, ma vingtaine d'amis, puis mes 10 parents, là, ma famille. C'est vraiment, je suis un produit de Gatineau. Ben, les premiers qui vont m'entendre chanter, ça Les va gens. être Gatineau, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme ça que j'ai décidé de le Mais faire. je trouve que c'est aussi un bon conseil que vous donnez, parce que c'est pas si simple, mais je trouve que Gatineau a quand même une certaine avenir avec les artistes, parce que si on s'y met vraiment, je pense qu'il y a moyen que Vraiment. ça monte, au fait. Et vous avez fait, enfin, la plupart des spectacles que vous faites, que ce soit pour Minotaur, c'est dans le but de journée des travailleuses. Oui. Ou encore, il y a un autre spectacle aussi que vous avez, enfin, comment dire, Avec Faut des- Vallée Jeunesse pour Ouais, la persévérance c'est ça. scolaire. vous défendez souvent beaucoup, enfin, que ce soit des droits ou que ce soit des valeurs ou quoi. Quelles sont vos valeurs à vous et pourquoi vous les défendez à ce point-là, au fait? Ben, bon, les valeurs sont, ben, il y en a plusieurs, là, elles sont nombreuses, mais je dirais que dans le cas de Vallée Jeunesse, c'était important parce qu'on parlait de persévérance scolaire. Puis la persévérance scolaire, ça a plusieurs visages. Mhm. C'est autant le jeune en secondaire 3 qui arrête que l'universitaire qui peine à finir son doctorat. Dans les deux cas, c'est ce qui a fait, c'est l'intervention qu'on a faite en secondaire 3 qui fait en sorte qu'il réussit son doctorat, tu sais. Mais il y a tellement de gens qui ont besoin d'être mieux puis bien entourés. Donc ça, c'était particulier. Moi, la persévérance, ça m'a tout pris pour finir mes études. Fait que je sais c'est quoi. Puis à chacune des étapes, autant en secondaire 3 qu'au cégep, qu'à l'université, je voulais arrêter. Donc ça m'a... mais je dirais que le simple fait de m'impliquer dans ma communauté, là, la journée des travailleuses et des travailleurs, ben, on le sait que ces gens-là, c'est surtout les gens du secteur public, nos enseignantes, nos enseignants, les infirmiers, les infirmières ont passé toute une période de grève à la fin de l'année 2023. On a une journée nationale pour le souligner. Est-ce qu'on peut mettre l'art au service de la rue? Est-ce qu'on peut mettre l'art au service de nos entreprises, au service de nos entreprises communautaires? C'est un peu ça que j'aime faire. Puis la cerise sur le Sunday, ce qui m'honore le plus, c'est que le 1er juin également, je vais animer la soirée au gîte, la soirée du gîte ami, ça s'appelle le show du gîte. Ouais. Ça, c'est pour l'itinérance. Ah, ok. Dans les 2 ou 3 dernières années, on voit toute une communauté d'itinérants s'organiser autant que possible au bout du boulevard des Allumetières, au bout de l'autoroute 50. Puis on n'aura jamais assez de ressources pour héberger notre monde. Puis les personnes qui se retrouvent là, ben, si l'art peut aider à mettre en lumière la cause, je vais être au rendez-vous, c'est sûr. Je suis totalement d'accord avec vous. J'aime bien le fait au fait que vous vous souciez au fait de ces gens-là, parce que c'est une manière de montrer également que vous avez un cœur pour ces gens-là et que vous voulez défendre un peu cette cause également. Alors, Wassim, vous, lorsque vous vous êtes décidé de vous lancer dans le monde de la musique, qu'est-ce qui vous a énormément surpris?
parce que vous étiez entrepreneur auparavant et là vous vous lancez dans le monde de la musique. Vous avez également fait l'artichaut aussi auparavant. Ouais. Donc, Donc moi, j'ai touché à beaucoup de domaines dans ma vie. Et, énormément. ouais. Et de loin, la musique, c'est le plus difficile. Vraiment? Je suis en affaires, j'ai fait du sport, j'ai une licence en droit. Il n'y a rien de plus difficile que l'industrie artistique et musicale. Il y a, il y a- il y a très peu d'élus pour énormément de candidats. Euh, c'est difficile de se faire entendre. Les occasions sont pas au rendez-vous. Le financement c'est une industrie qui est sous-financée. On est dans un monde de géants où le chanteur country de Nashville compétitionne contre la jeune artiste folk de la Gaspésie, tu sais. Et ce sont des budgets qui sont théoriquement en confrontation, tu sais. Lorsque Beyoncé arrive avec un album, ben normalement, elle va se rendre à tes oreilles un peu plus vite que quand Wassim arrive avec un album, tu sais. Ouais. Donc, à partir du moment où tu te dis ça, puis que tu les nommes les 15, 20, 30, 40, 50 plus gros au monde, ben ils ont bouffé les réseaux sociaux, ils ont bouffé le marketing. Faire sa place dans le milieu, c'est très difficile. Pourtant, je trouve que du côté Québec, on a des shows tels que La Voix, on a encore Star Academy. Pourquoi vous n'avez pas pensé d'abord de, je sais pas, peut-être ouvrir, parce que c'est un chemin souvent que les artistes, Ouais. ils ont comme option, c'est toujours aller dans un de ces grands shows et ensuite essayer de se faire connaître, essayer de montrer ce qu'ils ont. Et ensuite, là, ils ont déjà une bonne communauté de base où est-ce qu'ils peuvent commencer à faire... Ouais, à faire leur truc. Tu sais, Ouais. je vais être franc avec toi, cette année, j'ai envoyé ma candidature à La Voix. Ah oui? J'ai pas été retenu. Oh, Puis là encore, tu sais, il y a une question de casting, il y a une question de combien de personnes ils veulent, quel style musical. ah oui. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui essaient. Mais la vérité, c'est que je l'ai fait aussi avec je dirais une certaine hésitation parce que on les voit rentrer, sortir dans ce genre de concours. Puis il n'y a pas de succès garanti, même pour les gens qui finissent premier, deuxième, troisième. On entend des entrevues avec une Charlotte Cardin, par exemple, qui dit clairement qu'elle s'est éclipsée du marché pendant 3-4 ans pour se retrouver, pour se trouver elle-même, trouver son son, trouver comment elle voulait gérer ses affaires avant de ressortir. Puis que La Voix était une super expérience, mais ça n'a pas été son tremplin ou pas le tremplin souhaité. Donc, j'y crois, c'est une avenue, mais pour le moment, j'ai décidé d'avoir la route du un fan à la fois. Ouais. La vérité, là, c'est des rencontres comme on est en train de les faire en ce moment. J'en aurais 8, 9, 10 par jour, puis c'est un fan à la fois. Et ça compte beaucoup plus, j'imagine aussi. Exactement. On fidélise davantage, on est capable d'aller plus loin, on est capable de ressortir des histoires, on ressent les émotions. Puis les gens sont autour de moi, puis me soutiennent vraiment. Honnêtement, ça se passe quand même bien pour un début de carrière. Les salles de spectacle que je fais, les gens sont tu sais, j'ai beaucoup d'écoute par rapport à des artistes émergents, fait que je me plains pas, mais c'est très difficile. Lorsque vous avez démarré au fait, votre carrière en tant qu'artiste, qu'est-ce que vous aviez envisagé? Est-ce que vous vous attendiez déjà à avoir cette réputation que vous avez déjà? Ou vous aviez rêvé plus grand? Ou vous avez décidé de ne pas du tout mettre de... Comment dire? De ne pas rêver ou juste Ouais. d'y aller pour y aller? Toutes les choses que j'ai entreprises dans ma vie, si j'avais tracé un chemin, Mhm. je pense que j'aurais arrêté. Parce que je sais que la route est longue, fait que c'est pour ça que je me mets pas de... Je pense à qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, parce que si je me dis, voici ce que je dois faire pour arriver à mon rêve, c'est trop gros. Tu sais, j'ai une entreprise qui s'appelle Electroloc, que j'ai démarrée à l'université il y a 12-13 ans. Aujourd'hui, je ne le referai pas. Pourtant, je ne dois pas me plaindre, là, ça se passe bien, on a une belle gang, c'est rentable, c'est viable, c'est ce qui me donne une certaine autonomie financière, mais je le referai pas, c'était trop dur. À l'époque, je pensais une étape à la fois. Quand j'ai coaché au soccer, pour me rendre comme responsable d'un sport-études dans l'Est du Québec, même principe. Savoir qu'est-ce que ça prenait, les formations, le nombre d'heures à mettre, les tournois, je ne le referai pas. J'utilise la même philosophie pour l'art. Je le fais, ne sachant pas où ça me mène, mais à tous les jours, je fais tout ce que je peux. Puis un jour, je vais être tanné, probablement. Un jour, je vais me faire... Tu sais, en tout cas, je vais gérer Ouais. mon niveau, là, mais je me suis pas mis
d'objectifs. Je sais que j'ai envie de voyager, je sais que j'ai envie de rencontrer des gens, de leur parler de mes histoires, de prendre les leurs, Mhm. mais je fais juste me dire qu'à tous les jours, je fais tout ce que je peux. Donc j'imagine que pour vous, au fait, c'est comme... J'ai failli demander ça, au fait. Est-ce que c'est comme un projet que vous menez, puis vous disiez, bon, je vais aller, puis lorsque vous sentez qu'à un moment donné, ça peut plus marcher ou quoi, vous allez juste garder ça de côté? Parce que je trouve que c'est comme... On peut voir ça comme une sorte de cadeau que vous offrez aussi à votre public, une chose que vous aviez au fond du cœur, que vous aviez envie de donner. Ouais. C'est comme ça que vous le percevez, au fait. C'est comme ça que je le perçois, mais ce qui va faire en sorte que je vais arrêter ou pas, ce sera pas est-ce que j'ai l'impression que ça marche ou que ça marche pas. Ouais. Ça va vraiment être est-ce que je suis allé au bout de ce que j'avais envie de donner aux gens? Mhm. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont envie d'écouter? Donc, ça va vraiment être sur ce que j'ai envie de partager, tu sais. Là, je sais, là, j'ai Ouais. un autre album en tête, puis ça va être quelque part fin 2025, tu sais. Il Ouais. reste du temps devant moi, mais je sais que j'ai encore des choses à dire, puis je sais que j'ai encore de la musique à explorer. Je pense qu'on peut explorer toute une vie, mais tant que j'ai envie de le faire, je vais C'est le ça faire. l'important. Ça va être plus de là. Mais tant qu'à le faire, je le fais comme si j'allais remplir le Stade de France, tu sais. Ouais. J'exagère, mais Vous y mettez de tout votre cœur, au fait. au complet. Est-ce que vous pensez que l'industrie de la musique, comme vous avez dit, elle est vraiment quand même très dure? Vous pensez que le public, en fait, il idéalise pas mal beaucoup ce que les artistes y font, comme à quel point ils mettent d'efforts? Parce que nous, lorsqu'on regarde sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit, c'est OK, la personne il a posté du contenu, il a fait tel spectacle, tel show, etc. Mais on ne voit pas nécessairement tout ce qui se passe derrière. Donc, est-ce que vous pensez qu'on idéalise énormément? C'est très idéalisé, enfin, Ouais, je toute pense la vie qu'on artistique. on saute rapidement dans le succès instantané, tu sais. Oui. On a l'impression que, hop, tu sais, 2 temps, 3 mouvements, puis l'affaire est ketchup. Tous, tous autant qu'ils sont, du succès instantané, ça n'a jamais existé. Aznavour, ça lui a pris 15 ans avant qu'on le reconnaisse un minimum. Il a commencé la musique à 10 ans. Puis c'était un crevard là, pendant longtemps. Plus proche de nous, Sarah Dufour, qui est une artiste qui va super bien en ce moment. Mais il y a 10 ans, elle a fait la voix. Puis elle travaillait dans les bars, à gauche, à droite, pour finalement, aujourd'hui, 10 ans plus tard, 10 ans de travail acharné. Donc, C'est incroyable, ouais. puis c'est vrai pour tout le monde dans l'industrie. Donc, oui, on idéalise parce que nous, on a un petit morceau, tu sais. Oui. Quand tu arrives sur scène puis qu'il y a 1 an de travail derrière, mais que le show, il dure 35 minutes, 45 minutes, 1 heure et quart, puis là, tu vois ça, puis tu sors, puis en disant, ouais, je trouve que le fossé à la deuxième chanson, là, elle aurait pu être. Tu sais, Ouais. c'est fou pareil, parce que c'est des années, puis des heures, puis des heures, puis des heures de répète. Un peu comme un Olympien, finalement. Oui, c'est vrai. Est-ce que lorsque vous êtes rentré dans encore, j'ai toujours cette même question en fait, parce que c'est ça qui me passionne chez vous, c'est le fait que vous avez commencé tard. Pourtant, on se dit souvent, oh, si on est plus jeune, on a plus de chance. Mais lorsque vous êtes rentré encore une fois dans ce domaine, qu'est-ce qui vous a le plus surpris au fait? Il y a beaucoup de choses, j'imagine. Ben, il y a beaucoup de choses. On idéalise l'aspect romantique puis bohème de l'industrie, C'est vrai. mais ça c'est une casse. industrie. C'est de la business. C'est de Beaucoup. mettre en marché un produit. Est-ce Puis- que ça vous a pas choqué? Oui. Moi, je m'attends. Moi, à quelque part, même si je l'ai rapidement compris, là, puis j'utilise mes compétences d'homme Mhm. d'affaires pour me mettre en marché. Mais au début, je m'attendais pas à ce que. Le talent, ça vaut pour très peu. C'est presque rien. Oh, C'est vraiment. À partir du moment où c'est écoutable, c'est ça qui balance fort les gens. est-ce que tu travailles? Es-tu fiable? Arrives-tu à l'heure? Vas-tu. Et puis évidemment, après ça, ta stratégie marketing. Fait que je dirais que c'est ce qui m'a le plus surpris, à quel point, même dans l'art, tu vends ton art comme je vends les verres que ici le qu'on boit. Ouais. Tu C'est fais vraiment... la tournée des Grands-Ducs, qui sont les diffuseurs. Ben moi, écoute, si je réussis à être sur les tablettes de Walmart, j'ai des bonnes chances d'en vendre plus que d'autres. Ben, si tu as la chance d'être sur les tablettes de Rouge FM, bah, tu vas peut-être en vendre plus que d'autres. Si tu es sur les playlists éditoriales, ah, ben tabarouette, je viens de rentrer au Costco aussi, c'est incroyable, je vais en vendre encore plus. C'est Oh, c'est ouais. ça, c'est comme ça. Puis après ça, ton verre, honnêtement, il est-tu moins cher que les autres? Est-ce qu'il est de meilleure qualité? Est-ce qu'il est fait en Chine, pas en Chine? On s'en fout un peu. Est-ce que les gens vont l'acheter? C'est ça que l'industrie te demande. Ça m'a surpris. Mais là, vous travaillez avec une équipe, donc vous n'êtes pas notamment le seul à travailler ça. Alors, qu'est-ce qui vous stresse le plus dans tout le processus, lorsque vous aviez fait Portrait notamment? Euh,
j'ai quand même été toujours discret sur les réseaux sociaux avant de faire Ouais. carrière en musique. Puis c'est ça qui me stressait le plus. De Ouais. savoir quel angle j'allais prendre pour un peu me dénuder devant les gens, parce qu'on parle toujours d'authenticité, Ouais. de partager des trucs du quotidien. Puis les gens, maintenant, ils veulent pas être en amour avec un produit musical, ils veulent être en amour avec l'individu qui représente, qui défend ce produit. Puis j'apprends, je pense, à tous les jours encore à être de moins en moins liché, à être de moins en moins stock-up, comme on peut dire, puis à être le plus naturel possible. Moi, je suis naturellement liché, j'ai l'impression. Là. Je me suis toujours bien exprimé. Mais bon, il y a moyen d'être authentique. Je pense que ça se ressent de toute manière. Ouais. Je dirais que c'est ça qui me stressait le plus. Ça me stresse encore un peu. Comme faire tout ce qui est story et tout, ça. Moi, Ah oui? même si je suis assez actif, là. Ouais, très. Ouais, Quand même assez actif. Moi, je trouvais plutôt que vous étiez quand même assez bien parce que vous parliez souvent, on dit des story time. ouais, Vous faisiez des séries où est-ce que vous aviez parlé au fait, notamment pour c'est Karim. ouais. Karim. Pour Karim, où est-ce que vous expliquez toute l'histoire. D'ailleurs, ça a été l'élément déclencheur, on peut dire, Ouais, de la raison pour laquelle vous faites de la musique. Est-ce que, en bref, vous pouvez encore le réexpliquer pour que tout à fait. les éditeurs, au fait, ils peuvent comprendre? Oui, oui, absolument. Donc, Karim, c'est l'histoire d'un deuil périnatal. Un deuil périnatal, c'est la perte d'un enfant jusqu'à l'accouchement. Donc, nous, c'est un décès à l'accouchement. On avait appris que l'enfant avait une malformation cardiaque. Et on était trop tard dans la grossesse, donc on a dû mettre au monde quand même. Euh, Puis, lorsque tu réalises, c'est notre quatrième enfant, Ouais. lorsque tu réalises que on peut mourir avant même de naître, ben, ça remet les choses en perspective. Puis la course au cash, la course à la liberté financière, elle perd tout son sens. Euh, moi, c'est comme ça. Puis c'est la musique qui m'a aidé à traverser ce deuil. Je me rappelle encore des marathons que j'allais courir avec une playlist dans les oreilles, d'une chanson bien particulière d'un auteur-compositeur-interprète québécois qui s'appelle Bobby Basini. Mhm. Une chanson qu'il a faite qui s'appelle C'est la vie. Sometimes you gotta let things be. Donc, des fois, tu dois juste Juste laisser lâcher aller. prise, tu sais, Ouais. puis laisser aller. Puis encore plus quand t'as pas d'explication. Comment tu peux avoir 3 enfants en pleine santé, puis un qu'il y a une malformation cardiaque, ça n'a pas de sens. Donc, j'ai décidé de me livrer moi aussi à la musique, puis au texte, puis de partager mes histoires après cette expérience-là. Est-ce que c'était une manière d'épauler aussi d'autres personnes qui ont passé à travers ce genre de... Ben oui, le deuil périnatal, spécifiquement celle de Karim. Là, on travaille sur un projet balado du deuil périnatal avec une chercheuse, Francine de Montigny, à l'Université du Québec en Outaouais. Je vais prêter ma voix pour animer un balado. C'est très, très important pour moi. J'ai témoigné dans un balado, dans un projet documentaire avec elle aussi. Là-dessus, on entend très peu les pères parler du deuil périnatal. Puis en général, tu sais, il y a comme quelque chose de tabou. Il faut pas en tremper, je suis désolé. On sait pas comment réagir Oui, c'est vrai. à ces situations-là. Donc moi, de le partager, c'était comme en moi, là, direct en partant. Mais pourquoi vous avez... parce que c'est quand même... C'est vrai, c'est quand même des sujets que de base on garde souvent en famille. Mais pourquoi vous avez décidé... Parce que ouais, vous venez aussi de le dire, mais disons tout l'album en fait, parce qu'on parle déjà de la rencontre de vous et votre femme, on parle aussi... il y a quand même beaucoup de sujets qui touchent assez votre vie personnelle. Ouais. Pourquoi avoir décidé d'en parler comme ça, de ne pas avoir juste décidé de parler de la vie d'une autre personne, mais vraiment juste la vôtre? Parce qu'à mon avis, on ne peut... Ce qu'on connaît le mieux, c'est ce qu'on vit. Ouais. Et ce qu'on vit, on ne soupçonne pas que plusieurs autres personnes le vivent. Fait que moi, des fois, je suis dans mon garage avec des amis, puis ils me parlent comment c'est compliqué ou difficile avec leur conjointe, puis que ça fait 10, 12 ans, puis à un moment donné, t'as-tu fait le tour du jardin, t'as pas fait le tour du jardin, puis la gestion des enfants, la pression que ça met, puis après avoir parlé de faire les lunchs, c'est toi qui vas aller chercher à la garderie, tu peux-tu les amener au soccer, s'il te plaît? Qu'est-ce qui reste pour la romance, puis la sensualité? Pas grand-chose, on est tous brûlés, il est 9h30 le soir, on a fini notre série Netflix. Je savais que d'autres gens le vivaient. Je peux dire que j'ai la chance ou le don d'être capable de mettre des mots là-dessus. Puis, plus égoïstement, j'ai envie de les chanter, puis j'ai envie de me nourrir du public. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire. Tu sais, c'est vraiment dans le but de... Plus que c'est personnel, plus que c'est universel. C'est niaiseux, là, mais cette phrase-là, c'est tellement vrai. Là.
Plus que tu vas dans le spécifique chez toi, plus que c'est que d'autres c'est un- peuvent s'y reconnaître. Oui, c'est un peu ce que plusieurs vivent même dans le quotidien, je dirais. Lorsque vous avez présenté votre album sur scène, quelle émotion ça vous a fait de pouvoir raconter? Parce que ce n'est pas seulement chanter. D'ailleurs, vous faisiez du slam. Le slam, ce que je trouve incroyable, j'ai jamais essayé, puis je pense pas que je serais bonne à faire ça. Ben oui, il faut que tu essayes. J'ai peur d'oublier les paroles, mais... On a le droit au texte au slam, c'est ça qui est Ah, magnifique. Ouais, ouais, ok. tu as ton texte devant toi, tu l'écris le matin même si tu es vraiment inspiré, puis tu y vas. Mais pour faire du pouce sur ta question, dans mon spectacle, il y a beaucoup de racontage. Donc, Ouais. tu sais, normalement, c'est salut, j'ai écrit cette chanson-là pour ma fille. On se met à chanter. Non, moi, je raconte l'histoire de la Bohème, là, du café La Bohème puis de la butte Montmartre. Oui. Elle est dans le spectacle. Euh, L'histoire de l'usure de l'amour, puis l'histoire de Rimouski, puis je raconte, il y a un bon 2-3 minutes d'explication. J'aime beaucoup raconter, je pense que les gens m'aiment entendre raconter aussi. J'ai une voix qui est remplie, je m'exprime bien, fait que j'en profite d'être capable de raconter mes histoires et de mettre en scène mes chansons avec mes propres textes parlés. Je trouve que ça se rapproche beaucoup à Fred Oui, Pellerin. Fred Pellerin fait beaucoup ça. Lui, dans le conte, lui, dans le fantastique. Donc, c'est peut-être encore plus flyé. Il y a un Émile Procloutier également qui fait dans le slam, qui fait dans le racontage. Euh, Mon prochain spectacle, ou en tout cas ce sur quoi je suis en train de travailler, c'est vraiment 1h15 où c'est semi-stand-up, semi-chanson. Donc vraiment, c'est comme une genre de grosse thérapie là, que moi je fais, puis le public et mon psychologue. Ah. Puis il y a comme un échange qui se fait dans ce sens-là. C'est comme ça qu'on est en train de le mettre en scène. J'ai hâte de voir parce que c'est aussi mes séances en thérapie qui m'ont aidé à comprendre que finalement mon meilleur thérapeute était la musique. Ouais. Puis tu sais, là, on dirait que je n'avais pas prévu d'aller là, mais quand tu vas en thérapie, le psychologue, là, c'est bien rare qu'il parle. Habituellement, C'est il vrai. écoute. Beaucoup d'écoute d'ailleurs, ouais. Beaucoup d'écoute. Puis ça aide. Ben, je compare un peu mon public à mon psy. Puis ils n'ont pas besoin de parler. Mais moi qui leur raconte, ça règle mes problèmes. Puis je pense que de m'entendre raconter, ben, ça peut aussi des fois régler des problèmes ou mettre en lumière certaines choses chez mon public. Donc c'est vraiment comme ça que je le vois. Je dirais plus qu'un public est réactif. Ouais. Il est beaucoup plus réactif. Est-ce qu'il y a une émotion que vous cherchez chez votre public? Souvent, lorsque c'est des chansons tristes, est-ce que vous attendiez à ce que, je sais pas, ils pleurent ou quoi? D'ailleurs, vous avez dit que vous êtes quand même une personne très émotionnelle. Mhm. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir comme beaucoup d'émotions, puis d'un coup, il fallait que vous... Ouais, moi, des fois, je pleure tout seul dans ma voiture parce que j'écoute une chanson. Là. Ouais. Mais sur Euh, scène, c'est différent. je pleure quand j'écris. Je pleure beaucoup quand j'écris. Il faut que je m'isole pour écrire, des fois. C'est la raison pour laquelle vous êtes parti à Paris? Ben, c'est pas parce que je pleurais que je suis parti à Paris. Je suis parti à Paris parce que j'avais envie de m'installer au Café de Flore, de remarcher sur... de m'imprégner Mhm. de ce Paris des années 50-60 qui ont inspiré mes auteurs-compositeurs favoris. Puis là, la question, C'était c'était... l'émotion, enfin, Oui, sur scène, ben, c'est sûr que Karim m'a fait pleurer. beaucoup. Moi, j'ai eu énormément de témoignages de gens qui sont venus me voir pour me dire « Hey, tu m'as ramené 20 ans plus tôt quand nous, on a perdu. Ouais, on a vécu ça l'année passée. Hey, on a vécu ça. » Donc, elle fait pleurer, c'est certain. L'artiste, c'est quelque chose de collectif. D'ailleurs, le 1er juin, au show du Gîte, à la salle Odyssée, je pense que je dis 1er juin depuis Il y tantôt, a le mais que c'est 1er le mai. 3. Il y a aussi le... 1er mai, c'est au Minotaure. Ouais, le 3 juin. Je pense que c'est le 3 juin, oui, au show du Gîte. 3 juin, ouais, à OK, 20h. parfait, à 20h, merci. Au show du Gîte, je fais cette chanson-là avec un chœur de 50 personnes. Le Oh. chœur qui bat. Ça va être magnifique. Donc, je fais l'artiste en chœur avec... moi, c'était un des plus beaux cadeaux que ce chœur-là me fait. Ça va être exceptionnel. Donc, c'est sûr que là, je veux que ça sourie, je veux qu'on crie, je veux qu'on chante. Avec les émotions, elles sont variées en fonction de là où va la chanson. Mais l'usure de l'amour, elle te fait tirer des larmes. Karim me fait tirer des larmes. Pouvez-vous nous parler de l'usure de l'amour? C'est vraiment une chanson que j'apprécie énormément. Ouais, parlez-nous, remettez-nous un peu dans le contexte lorsque vous avez écrit cette chanson-là. Avec l'usure de l'amour, c'est 15 minutes. 15 minutes seulement? 1h le matin. On est dans une période, je vais dire difficile de notre couple à ce moment-là. Où justement, qu'est-ce qui reste après les boîtes à lunch, puis la pratique de soccer, puis les devoirs, puis le ménage?
un couple peut rapidement se perdre là-dedans, tu sais. Mhm. C'est ça l'usure de l'amour. C'est un amour qui s'use. Puis qu'est-ce qui use l'amour? C'est les tâches ménagères, c'est le quotidien, c'est la pression, c'est la performance, c'est les nuits blanches parce que les filles dorment pas, c'est les pipis au lit à nettoyer. Mhm. À un moment donné, tu deviens co-administrateur d'une famille avec ta femme et non plus amant ou amoureux. Et là, vous vous retrouvez plus vraiment. On se retrouve plus. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Ben on essaie, on fait garder les enfants, on va au restaurant. Puis là, à un moment donné, tu te dis, mais sais-tu quoi? Tous ces défis, c'est ce qui fait que c'est beau. Hey, ça serait plate d'être toujours dans l'amour-passion. Ouais, c'est vrai. Ce serait pas possible. Donc, l'usure de l'amour, je l'écris en pleine nuit. Le lendemain, j'y mets une mélodie. Puis là, je demande à ma conjointe, viens s'il te plaît, peux-tu écouter, j'ai quelque chose à te faire écouter. Puis je lui chante l'usure de l'amour. Comme ça. J'ai pas eu une super réaction. Évidemment, tu chantes à ta femme l'usure de l'amour. C'est la première chanson que j'ai écrite pour cet album. Ok. Avant même l'artiste. Ah oui? Ouais. C'est pas la première qui est sortie, mais c'est Ouais, la première ouais. que j'ai écrite. Et puis, puis c'est ça. Puis là, on a parlé, on a partagé un beau moment. Moi, j'embrasse le beau comme le laid, j'embrasse le difficile comme le facile, le triste comme l'heureux. Vivre, c'est ça. C'est aller vraiment sentir ces émotions-là. Donc, puis j'ai tout mis ça. Tu sais, au restaurant, on fait semblant que nous sommes de nouveaux amants. Ta robe bleutée, tes cheveux lissés me rappellent notre premier baiser. Notre premier baiser, ma blonde qui a les cheveux frisés, elle avait défrisé ses cheveux. Elle était en robe bleue dans un bar à Rimouski. C'est exactement notre histoire. Mais c'est reconnu très facilement. Ouais, exact. C'est reconnu très facilement. Puis tout le monde peut s'y reconnaître Ouais, aussi. aussi. Donc c'est ça l'histoire de l'usure de l'amour. Enfin, je trouve ça magnifique. Ce que j'ai, ok. Lorsque j'ai écouté votre musique, au fait, je remarquais au niveau des textes, la manière dont vous choisissez les mots parfaitement. Est-ce que vous écrivez vraiment comme la manière dont vous parlez, ou vous menez dans le dictionnaire et vous essayez de trouver des mots qui matchent? Moi, j'écris une histoire. Ok. Mais ça rime. Il était une fois, puis ouais, donc, tu sais. Puis après ça, je prends les parties de l'histoire qui, à mon avis, sont des incontournables. Puis je me concentre sur un champ lexical qui a de l'allure. Oh. Puis je les mets, là, toutes mes lignes, une en dessous de l'autre, une fois que j'ai trouvé la mélodie. Puis je pars comme ça. Mais évidemment, des fois, j'utilise des outils là, synonymes de... Tu sais, j'ai écrit dans l'histoire, là, tu sais, je sais pas, moi... j'ai écrit... mettons que c'est un... Disons oiseau, là. Elle a pris le verre, tu sais. Puis Ouais. là, je dis, ah bon, merde, j'ai besoin de quelque chose qui rime avec Vert. U. Mais là, le mot que j'ai dans mon histoire, c'est verre. Fait que là, OK, ben... Là, vous cherchez quelque chose. synonyme de verre, ou tu sais. Fait que oui, j'utilise des outils, mais normalement, c'est pas mal comme je parle. Wow. Vous avez également montré comme toutes les étapes du début jusqu'à la production de votre album. J'ai vu ça sur YouTube, du moins. Ouais. Quelle était l'étape la plus dure, la plus challenging? Like? C'est la mise en marché. Ah oui. Jusqu'à la mise en marché, t'es heureux. T'es dans la création, t'es en studio, t'enregistres tes voix, on refait le bout de la guitare, le pianiste qui revient. C'est beau, là. Ça, c'est tout beau. Très féerique. Féerique, l'écriture des chansons. Moi, si je pouvais écrire à tous les jours, en fait, j'écris à tous les jours, mais si je ne pouvais qu'écrire, mais sinon, j'écris à tous les jours. Ça, c'est religieux. Il faut vraiment que je le fasse parce que c'est un muscle, l'écriture. Oui. Puis quand tu as ta chanson, puis que là, tu dois rentrer dans des cadres avec Spotify, que tu dois changer ta photo de profil, là, c'est pas le bon fichier, t'es pas dans le bon format, moi, je voulais Wave, toi, tu m'as envoyé MP3, je sais pas, toutes sortes de cochonneries. À partir de là, l'enfer commence. Vous avez mentionné le fait qu'être un artiste indépendant, c'était difficile, mais vous ne pensiez pas qu'il y a moyen d'aller vraiment loin avec ça? Ouais, exact. Je suis arrivé à la conclusion que l'industrie, encore là, la manière qu'elle est faite. Donc, je reprends mon exemple du verre. Oui. Je produis le verre, OK? Je vais aller voir Costco, puis je vais dire, hey, veux-tu acheter mon verre? Il y a des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un catalogue avec 1000 produits, puis eux, ils rencontrent Costco à toutes les semaines. Donc, moi, comme producteur de verre, je suis aussi bien d'aller voir le vendeur qui rencontre Costco, qui rencontre Walmart avec 1000 produits, puis dire, hey, veux-tu mettre mon verre dans tes 1000 produits? Comme ça, tu vas le présenter à Costco. C'est un peu la même chose en musique. L'acheteur de Costco, il y a tellement de produits là-bas qu'il ne peut pas s'asseoir avec chaque producteur de chaque produit. Ça va lui prendre une éternité. Le diffuseur à la salle Odyssée ici, ou au Centre Bell,
ou à la Basoche ou à peu importe, ne peut pas rencontrer chaque artiste. Il y a une programmation de 527 shows dans l'année. Ça serait interminable. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il rencontre un agent, une maison de production, un booker de show qui, lui, représente 20, 30, 40 artistes. Puis il dit, bon, mais dans mes 20, 30, 40, lui, il sort un nouveau projet, ce serait le fun de le mettre là, lui, ta. Puis en une rencontre de 2 heures, au lieu de 20 rencontres de 1 heure chacune, ben, il a déjà booké 20 shows. Donc, ce sera toujours à l'avantage de l'artiste d'être représenté par des gens qui s'assoient aux bonnes tables. Puis nous, comme artistes, tant aussi longtemps qu'on ne se représente que soi, on est moins intéressant parce que time is money, puis la personne qui est devant toi, elle veut rentabiliser son temps. Oh, c'est vrai. Ouais. Donc, lorsque vous avez fait le choix, parce que lorsque vous commencez à... Déjà, lorsque vous aviez planifié tout le projet, est-ce que vous aviez déjà pensé à faire ça tout seul au début, ou vous êtes dit, non, ça, j'ai besoin d'un agent, j'ai besoin de telle personne. Vous n'avez pas voulu être au contrôle de tout? Au début, je voulais tout faire tout seul. Vraiment? Sauf la musique. Parce que c'est le beau côté de la collaboration. C'est beau de collaborer en musique avec d'autres. Ça, c'est nécessaire. C'est vital. Pour cet album, vous n'avez pas fait de collaboration? Pas dans l'interprétation, mais dans la création. Nicole, Elissa puis David ont tous une grosse part de responsabilité dans le rendu, dans le produit fini. Après ça, pour ce qui est business, partager, c'est pas intéressant. Mais là, ça nous amène plus loin, donc oui. Puis moi-même, j'ai les compétences, tu sais, dans le sens où je suis en affaires depuis toujours. J'ai ma licence en droit. J'arrive plus du milieu corporatif que du milieu artistique. Donc, l'autopromotion, c'est pas quelque chose qui me gêne en rencontre professionnelle. Ça me gêne un peu sur les réseaux sociaux, mais pas en rencontre professionnelle. Donc, je m'imaginais très, très bien le faire tout seul. Puis, jusqu'au jour où je me suis présenté à cette rencontre qu'on appelle Rideau. Rideau, c'est un rassemblement des diffuseurs à travers le Québec. Où, ben, essentiellement, des producteurs payent des kiosques, puis les diffuseurs, un diffuseur, c'est une salle de spectacle. Okay. La salle Odyssée, le Festival des Montgolfières, tout ça, c'est des diffuseurs. Ils se promènent dans le centre des congrès d'un producteur à l'autre, puis ils disent « Ah, toi, tu te présentes qui aujourd'hui? » Puis là, lui, il dit « Ah, ben moi, j'ai les Cowboys Fringants, les Locolocass, Sarah Dufour, blablabla. OK, sais-tu quoi? Je suis intéressé par tel produit, cool, parfait. » Quand je suis allé là, j'ai vu tout de suite que ça attire pas un artiste solo. C'est impossible. Comment vous avez fait pour trouver d'abord? Vous travaillez avec une agence? Pour arriver là-bas, n'importe qui peut prendre un kiosque. N'importe qui. Mais vous, vu que vous travaillez en équipe, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes sous un label, sous une... En ce moment, je suis indépendant. Complètement. J'ai toujours pas... C'est aussi dur trouver un diffuseur que trouver un agent. Il faut bien s'entendre. Il faut que tu fasses dans son catalogue. Il faut qu'il ait le goût de défendre ton produit. Eux aussi, ils ont beaucoup plus de demandes que de capacité à défendre. Un bon agent va te dire non s'il sent qu'il n'y a pas de fit ou s'il sent qu'il n'y a pas le temps pour toi. Donc, j'ai essuyé déjà quelques refus. Ben, un refus, en fait, à date, parce que moi-même, je magasine mon agence, mais une super agence, tu sais, vraiment un coup de foudre humain. On a vraiment trippé avec les deux filles qui sont propriétaires de cette agence. Puis, finalement, ils ont écouté mon stock, puis on dit, nous, on est plus musique du monde, on n'a pas trop... Puis si on le sent pas, là, dans le fond de nos tripes, on n'ira pas te défendre comme il faut. Donc, désolé, mais ce sera pas nous. Puis, heureusement qu'elles me disent non. Parce que je voudrais Sinon, pas... ça aurait été mal fait, au fait. Ben, exactement. Comment vous décrivez, au fait, votre musique? C'est quel genre, quel style de musical? Parce que là, si on dit Charles Aznavour et Stromae, Ouais. là, on a un peu du mal à se retrouver. C'est de la ballade, c'est de la chanson française, c'est de la pop. On est au carrefour de ces trois univers. Moi, je trouve que vous soutenez beaucoup que ce soit la communauté, mais aussi beaucoup d'artistes. Parce que je pense que je suis tombée sur un de vos réels. Je pense que vous l'avez fait aujourd'hui ou hier, je sais pas. Ouais. Où vous parliez, c'était dimanche dernier. Il y avait Émile Bourgault, ouais, Sophia Duhem. Ils étaient venus, puis là, vous disiez qu'il n'y avait pas assez de gens. Il y a quand même une grande importance, ce fait de venir soutenir des artistes. C'est... Maintenant que je sais encore plus c'est quoi, là, la difficulté. Puis Émile Bourgault, c'est gagnant de ma première place des arts. C'est gagnant du Festival de la chanson de Granby. C'est une poésie magnifique. C'est la jeunesse. C'est présent à Radio-Can, défendu par Monique Giraud, quasiment de manière hebdomadaire. Puis tabarouette, on a de la misère à se mobiliser pour ça. À quel point Netflix nous intéresse? Oh. Sophia Duhem, elle a ouvert pour Talk. Elle ouvre pour Talk demain ou ce soir. Elle a ouvert la semaine dernière pour Talk. C'est une fille de la région qui a une voix magnifique, une poésie achetée à terre également. On n'est pas là.
comment est-ce possible qu'on soit pas là un dimanche soir pour ces deux jeunes artistes-là? Puis c'est vrai pour plein d'autres artistes. Puis moi, je salue des diffuseurs comme le Minotaure qui prennent des risques avec des artistes un peu moins connus, la scène alternative, pour leur donner une occasion se faire de connaître. rayonner, ouais, puis de se faire connaître. Fait que moi, à toutes les semaines, il y a un artiste que je salue. C'est automatique. J'essaie de mettre en lumière. Puis j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent « Hey, merci de m'avoir fait découvrir Véronique Bilodeau, par exemple. J'ai trippé sur telle chanson. Hey, merci pour Émile Bourgault. Ouais. Vous avez fait de la musique, comment on appelle ça, de la comédie théâtrale. Oui, de la comédie musicale ou du théâtre musical, ouais. Et est-ce que vous pensez que vous allez continuer avec ça? Parce qu'il y a également ce style de musique-là qu'on peut entendre également à travers votre album. Oui. Pensez-vous que vous allez continuer dans ce genre de projet? Ou... Ben, l'artiste, par exemple, elle m'a été inspirée de mon expérience en comédie musicale. Parce que je voyais tous ces artistes qui étaient là, c'était une troupe communautaire. On a rassemblé 8 soirs sold out. On a mobilisé près de 1000 personnes en Outaouais pour venir découvrir une production communautaire. Et ces artistes-là, les artisans, les gens qui font les coins de rue, les ci, les ça, je voulais leur rendre hommage. Donc, l'artiste, elle est dans une ambiance de comédie musicale. C'est sûr que je vais en refaire. Quand il y a des occasions d'auditionner, je le fais. J'ai adoré travailler avec l'équipe là-bas. Il y a une metteur en scène, ma coach de voix est encore Christiane Jean de l'Artichaut. Donc, oui, je vais en refaire, c'est certain, pour l'ambiance de groupe. Moi, je le répète, là, faire de la musique tout seul, c'est plate. Ouais. Ça doit être partagé. Est-ce que vous pensez que ça vous a changé d'être... parce qu'auparavant, vous ne meniez pas une vie vraiment artistique. Et là, vous êtes un artiste aujourd'hui. Est-ce que vous voyez qu'il y a une certaine différence? Est-ce que ça vous a changé, que ce soit votre manière de penser ou bien ça demeure toujours le même Wassim? Je pense que c'est quand j'ai changé que je suis devenu artiste et non pas d'être artiste qui m'a changé. J'ai une humilité que j'avais pas avant. J'étais du style à vouloir donner mon opinion sur tout. Oui. J'avais le goût d'avoir raison. C'est fini. C'est fini. Moi, je fais mes petites affaires. Ça te tente, ça te tente, ça te tente pas, ça te tente pas. Je peux pas vouloir plus que l'autre. Donc, et cet état d'esprit m'a amené à faire de l'art. On peut pas faire de l'art, ou en tout cas, ça peut pas vivre. Pourtant, il y a des gros égos là-dedans. Mais on peut pas faire de l'art avec un ego surdimensionné. Puis moi, je peux le dire, là, j'avais une confiance en moi qui était hors norme, presque désagréable. Wow. Puis je le mettais sur le dos de « mais ça fait pas ton affaire, tu sais, c'est pas... » Puis comme je dis, je voulais avoir raison, tout ça, c'est fini, là. Je suis beaucoup plus low profile, pardon, profil bas, puis je m'occupe de mes affaires, puis... il n'y a plus d'obligation de résultat, alors qu'il y en avait avant. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus humble. Humble, ouais. Ben, ouais. Un peu plus. Un peu plus humble, ouais. J'aime pas trop le mot humble, mais on pourrait dire que je le suis un peu plus, ouais. Peut-être à cause des études en droit, ou est-ce que... Non? Ouais, c'est sûr que ça, c'est une dynamique de compétition, tu sais. Il y a une pièce de théâtre à Montréal, j'aimerais vraiment aller voir, au Théâtre Jean Duceppe de Jean-François Barry-Guerrard, qui traite de la course au stage en droit. C'est sûr que ça, là, t'arrives... écoute, mes collègues arrivaient en complet cravate à l'université à 19 ans, tu sais. Ouais. Moi, j'arrivais en tracksuit Adidas avec ma veste, puis j'étais comme, voyons, tabarouette, comment ça, les filles sont en tailleur, puis les gars sont en complet, c'est quoi le bordel? On est à l'université. Fait que j'ai embarqué, tu sais, puis le milieu des affaires, puis le milieu sportif aussi, tu sais, c'est un milieu où on veut écraser l'autre. Le principe même d'une joute sportive, c'est de gagner. C'est de battre l'autre. En musique, tu peux pas te comparer. J'ai une de mes amies là, qui vient de sortir un morceau qui s'appelle Dorénavant. C'est une femme, elle fait du rock francophone. Okay. On peut pas se comparer. Il n'y a pas moyen. Moi, je vais pas aller chercher... et non seulement ça, mais admettons que mon auditoire, mon public adore sa chanson. Il n'y a aucune limite à toucher les gens. C'est pas parce qu'elle nous fait pleurer, ou elle nous touche, ou elle nous rejoint, que moi, je ferai pas pleurer, je la touche. Donc, il y a quelque chose d'illimité en art qu'il n'y a pas en sport. En sport, il y a un gagnant. Il y a une personne que je dois sélectionner, et elle gagne, et elle finit par avoir le trophée, puis etc. Même chose dans le milieu des affaires, où il y a une personne qui va acheter le produit. T'sais. Donc, en art, si on exclut la portion industrie, les possibilités sont illimitées.
Puis c'est dans cette situation de don puis de gagnant-gagnant que je veux évoluer aujourd'hui. Avant de vous lancer, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir? Hey, je reviens un peu à ce que je disais un peu plus tôt, mais moi, je suis très content de me lancer dans le néant. Ah oui, Ça me, ça ça, vous plaît? ça me plaît, ça me rassure de ne pas savoir. Ah oui. Il y en a qui préfèrent pas ça du tout. Ouais, je sais, mais moi, je me dis que l'analyse paralyse. Puis j'y vais, je me Vous lance. lancez. Il arrivera ce qui arrivera. Quel conseil vous donnez alors à des gens qui veulent... Allez-y, lancez-vous, arrêtez d'analyser, arrêtez de vous demander qu'est-ce qui va se passer d'un coup que arrêtez. Faites juste y aller. Parlez de vous, parlez de ce que vous savez. Prenez-vous pas pour quelqu'un d'autre. Essayez pas d'encadrer les choses comme. Puis moi, je combats ça à tous les jours parce que j'essaie des fois de distorsionner la réalité. Ça ne vaut pas la peine. Les gens veulent du vrai et vous, ce qui vous fait du bien, c'est du vrai aussi. Être authentique. Être authentique. C'est un défi que vous avez au fait de mettre cette authenticité en marche, au fait. Vraiment, j'y pense quotidiennement, tu sais, de pas genre... tu sais, moi, je fais mes vidéos, j'ai pas de filtre, j'ai pas de maquillage, j'ai pas rien de ça, je le fais vraiment, c'est chez moi. Tantôt, je t'habille avec un coton ouaté, tantôt, je t'habille avec une chemise, tantôt, tu sais, ça dépend. Ouais. Mais what you see is what you get, là. C'est vraiment moi et que je le travaille à tous les jours. S'il y a un conseil, pour finir, hein, s'il y a un conseil qu'on vous a donné, que vous aimeriez partager aussi à d'autres personnes, ça serait lequel? Un conseil que vous aurez touché ou bien? Ben, admettons, sur le plan de l'industrie, je dirais entoure-toi. On m'avait déjà dit, puis je m'entêtais. Mais non, trouvez-vous des gens pour vous aider. Le marketing, c'est taxant, c'est lourd, c'est dur. Trouvez-vous quelqu'un. Et puis sur le plan de la création, le meilleur conseil que j'ai eu, c'est d'écrire à tous les jours. Écrire tous les jours. Ouais. Des fois, là, on a l'impression qu'il faut se mettre dans une espèce d'ambiance, puis sortir les chandelles, puis s'isoler. Puis... Non, non. L'écriture, là, c'est tout le temps. Ça vous est déjà arrivé de bugger un jour, puis de ne pas savoir quoi écrire? Oui. Ça arrive. On appelle ça la page blanche. Comment on appelle ça? Ouais, la page blanche, le syndrome de la page blanche. Ouais, Moi, c'est pas compliqué. À la fin de la journée, toujours avant de me coucher, je prends une situation de ma journée puis j'écris là-dessus. Ouais. C'est comme ça que j'ai arrêté les syndromes de la page blanche. Fait que... C'est comme un petit journal, au fait, non? Ouais, on dirait, c'est comme un journal intime d'une certaine manière. C'est vraiment ça. Fait qu'aujourd'hui, par exemple, je vais peut-être écrire sur notre entretien, je vais peut-être écrire sur ma répète ce matin avec ma pianiste, je vais peut-être écrire sur l'idée de faire de la route puis d'être ennuyé. Merci beaucoup, Wassim. Franchement, je pense que c'était une des meilleures conversations que j'ai pu avoir. Ah, ben ça me fait plaisir. Le côté merci. marketing, j'ai pas à mentir, c'est lourd. Vous Ouais. avez vraiment pris le bon terme. Pour les fans de café, les gens qui n'arrivent pas à se lever le matin ou qui sont pas d'humeur le matin, bah, il y a le café. Café Portrait que Wassim il présente sur son site internet. Il y a également des t-shirts qui portent le nom de son album. Franchement, allez le soutenir. Il nous présente quelque chose de bien différent pour toutes les générations qui écoutent que du rap. Franchement, Wassim, Ouais. Wassim, il fait du slam. Il fait du slam. Allez le voir, allez l'écouter. Il est magnifique. Sa voix est magnifique aussi. Allez écouter. Merci, Je mon sais Dieu, pas. merci. Vous bel avez vraiment hommage. une voix qui porte, j'ai envie de dire. J'imagine Ouais, que ouais, dans ouais. une salle de spectacle, on peut vous entendre même au Ça fond, hein. remplit, ouais, ça remplit la salle. Énormément. Alors, vous pouvez le suivre également sur Spotify. Allez lâcher un abonnement, s'il vous plaît. TikTok, il est très présent. Instagram aussi. YouTube, je trouve que vous faisiez beaucoup de contenu quand même. Oui, absolument. Il est très présent. Vous pouvez également l'écrire en DM. Je suis pas mal sûre qu'il va vous répondre également. À tout le monde. Franchement, merci. Allez le voir également pour le show de Jitami qui a lieu le 3 juin 2024 à 20h. Merci beaucoup, cher Jean. Ça fait un plaisir, Wassim, de vous avoir ici sur ce plateau. C'est C'est partagé. un énorme honneur. Merci beaucoup. Et cher Jean, je vous invite à écouter les prochains épisodes qui auront lieu, par la suite, voilà. Merci beaucoup et au revoir. À la prochaine.